Bon, merci beaucoup, c'est une très belle séance. Alors on va terminer cette journée, je l'ai dit ce matin maintenant, dans les carrières chirurgicales, c'est pas uniquement la carrière hospitalo-universitaire, la chefferie de service, mais avec tout ce qui se développe. Alors, on a bien vu ce matin et cet après-midi tout ce qui se développe dans tous les domaines de la recherche. Je pensais surtout à la recherche technologique, mais aussi dans le reste. Il y a moyen, on vient de le voir, de poser des brevets, de les licencier, puis à partir de ce moment-là, après tout, pourquoi on ne va pas créer une entreprise autour de ce qu'on a développé. Et donc, Maxime Ross, qui était neurochirurgien à Montpellier, a sauté sur l'occasion, dans un domaine un petit peu différent de celui-là, pour créer une entreprise. J'ai pensé que c'est intéressant pour vous de savoir ce que ça représentait. Alors, tout est possible, hein. On peut soit faire la carrière classique, soit se déporter complètement vers l'entrepreneuriat, puis devenir un grand chef d'entreprise au bout de quelques temps, soit de continuer à faire les deux. Donc je crois vraiment tout est possible pour vous, et je crois que c'est important d'écouter cette expérience et de vous dire, tiens, après tout, pourquoi pas. Voilà. Donc Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette conférence. Merci de cette invitation, et merci de la preuve d'ouverture d'esprit qu'apporte l'Académie dans ce genre de raisonnement. Au tout départ, lorsqu'on crée une entreprise, on fait un constat. Je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous savez déjà faire, et je vais vous montrer dans l'intégralité de cette présentation que l'école de chirurgie apporte des compétences. On parlait la semaine dernière des soft skills, justement, qui vont vous permettre aussi d'arriver à gérer une entreprise. Les présentations qui ont été faites d'ailleurs aujourd'hui sur le Master 2, je pense que ça participe à cette ouverture d'esprit aussi, notamment dans le cadre de la présentation. Donc le constat, c'est le diagnostic. Le diagnostic, au tout départ, donc je fais appel aux compagnons du devoir. Vous savez que les compagnons du devoir et du Tour de France sont des professionnels, manuels, artisans, et qui doivent faire le Tour de France pour récupérer d'autres techniques, d'autres savoir-faire. Interchute n'est pas loin. Moi, j'ai eu la chance d'avoir la possibilité de faire un interchute, puis ensuite d'exercer dans différents endroits, et donc de vraiment acter le fait que les différences de gestes techniques sont vraiment très importantes, et vous savez très bien, quand on est dans une même ville, deux services similaires n'opèrent pas de la même façon. Le deuxième constat, donc j'appelle vite Carabin, pour dire qu'en fait on a quand même des soucis pendant les gardes. Alors c'est pas juste le fait d'opérer la nuit parce qu'on est fatigué, mais le cas d'usage que je trouvais dramatique, c'était 4h du matin, vous avez une urgence, vous n'avez pas l'infirmière qui opère d'habitude avec vous, c'est pas l'infirmière du service, même si c'est une infirmière de pool, vous avez votre dispositif préféré qui est à la ST, et donc finalement vous vous retrouvez à utiliser celui de votre collègue, mais c'est pas votre préféré, c'est pour ça que vous l'avez jamais utilisé, donc vous devez découvrir la notice technique avant l'intervention. Pour ce faire, il y a des solutions fabuleuses qui ont été mises en œuvre. Donc vous allez dans le bureau de la cadre, récupérer dans un casier la technique opératoire, quand elle y est, sinon vous la trouvez sur internet, vous tombez sur un PDF qui a rarement été écrit par un confrère, qui est difficile d'accès, et donc en fait vous découvrez ça avec, en même temps que l'infirmière, et vous laissez le PDF derrière vous, en demandant à la penseuse de tourner les pages pour être bien sûr qu'on agit bien. Je sais que tout le monde l'a vécu au moins une fois. Ensuite, c'est pas tout quand même. On sert à quelque chose, nous les chirurgiens, et quelque chose qui fait très plaisir, c'est qu'on a enfin reconnu par l'OMS, depuis pas si longtemps en fait. Il y a 5 milliards d'individus qui n'ont pas accès à la chirurgie sur notre planète, premièrement. Deuxièmement, pour maintenir cette couverture qui est insuffisante, la population chirurgicale, la force chirurgicale, même anesthésiste, infirmier, doit doubler d'ici 2030. Donc maintenant, l'OMS a hissé la chirurgie parmi le top 3 des priorités internationales pour ce qui est d'un développement des pays émergents et pays tiers-monde bien entendu, mais aussi des pays dits développés. Donc ça c'est le diagnostic. Il faut trouver comment on va former plus rapidement et plus efficacement aussi. Donc l'idée au départ, le traitement qu'on va appliquer à ce diagnostic, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui avait récupéré en fait tout simplement un prototype de masque de réalité virtuelle avant qu'il soit commercialisé. Parallèlement à ça, j'allais me lancer, puisqu'au départ effectivement je partais sur une carrière universitaire dans le DU de pédagogie médicale. Et en fait, une fois que j'ai croisé ça, je me dis bon ben voilà, mon mémoire je le ferai là-dessus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est même je l'ai mis sur la tête de mes neveux pour leur faire tester. Et là, plus jeune, j'allais pas lui faire tester une expérience impressionnante.
Et lorsqu'on a mis le masque, elle a commencé à décrire ce qu'elle voyait face à elle, elle était capable de donner la distance de la Terre à la Lune, de la Terre à Mars. Vous vous demandez comment c'est tout ça, c'est marqué là. On a dit, effectivement, il doit y avoir une puissance pédagogique qui est hors norme avec la réalité virtuelle. Donc au début, voilà, on avait commencé à mettre en place notre projet, bon, avec un moyen visuel aussi de se représenter, qui était plus empreint d'artiste qu'autre chose. De ce traitement, ensuite, il faut pouvoir projeter la mise en place il n'y a pas qu'un seul traitement, pardon, je veux dire, il faut projeter et décliner cette administration thérapeutique. Donc la première des choses, c'était cette vision, en fait, c'était de se dire, bon, on va pouvoir avoir la possibilité d'avoir un angle de vue spécifique, qui en l'occurrence, notre combat, c'est d'avoir l'angle de vue de l'expert, pas être à côté, pas être derrière, mais voir au travers de ses yeux, donc pour aller au-delà de ce qui est disponible en réalité. Et puis ensuite, utiliser les principes du e-learning, d'avoir toutes les compétences sous la main pour pouvoir comprendre ce qui se passe, que ce soit l'imagerie du patient, appel à des encyclopédies, appel à des vidéos. Voilà, donc ça c'était les présentations qu'on faisait il y a maintenant 3 ans. J'ai rencontré d'abord le collège de neurochirurgie initialement pour leur proposer le projet pédagogique, qu'ils ont validé, donc à partir de ce moment-là, on a pu commencer à en parler en congrès. Et donc la mise en application. Donc là, effectivement, au départ, comment on fait pour créer une entreprise? C'est très compliqué. C'est pas du tout compliqué en fait, mais il faut avoir en tête les différentes étapes. On a tendance à dire que c'est beaucoup plus simple aux États-Unis. Effectivement, ouvrir une entreprise aux États-Unis, ça prend 1 heure de temps, même pas 15 minutes, sur Internet. C'est sûr qu'en France, c'est un petit peu plus compliqué. Et vous savez, à chaque fois, il vous faut tel papier pour avoir tel autre papier. Sans l'un et sans l'autre, on n'arrive pas à ouvrir un compte en banque. Donc, c'est des petites choses à savoir. Là-dessus, la même personne avec qui avait le masque de réalité virtuelle avait déjà eu l'occasion de créer sa propre entreprise et donc avait au moins les bases. Bases qu'on a dû complètement intégralement nettoyer 2 ans après quand on s'est rendu compte qu'en fait il fallait vraiment tout reprendre, notamment pour les statuts. Donc en tout cas au tout départ c'est de la recherche et développement pour arriver à un produit. Effectivement jusque là c'est logique. Et ne serait-ce que pour votre compte en banque, vous allez devoir faire un business plan à fournir. Business plan c'est quoi? Le business plan d'abord c'est l'état des différents produits que vous allez trouver sur le marché, les solutions qui effectivement vont montrer la concurrence, les propositions de valeur que vous allez trouver dans ces produits-là et les mettre en perspective par rapport au vôtre, savoir est-ce qu'effectivement ce que je vais développer ça va avoir un intérêt ou est-ce qu'il y a déjà 10 personnes qui font ça et ça va être quand même beaucoup plus compliqué. L'analyse du marché c'est autre chose que cette analyse de concurrence. L'analyse du marché c'est le potentiel que vous allez pouvoir avoir votre produit. Voilà. Un marché représente tant de milliards de dollars à l'échelle mondiale. Bon, mais nous le marché à ce moment-là c'était celui de la réalité virtuelle, certes, dispositif médical, mais bien entendu aussi le marché du e-learning, et ensuite vous analysez de plus en plus finement le marché de la réalité virtuelle pour le e-learning par exemple, ou même en explosant de façon beaucoup plus importante le marché de la transmission du savoir-faire. À partir de ce moment-là, vous définissez qui pourrait payer pour ça, et pour qui va l'utiliser, sachant que le client n'est pas forcément l'utilisateur final. L'exemple, c'est avec le dispositif médical. Notre solution a vendu initialement aux dispositifs médicaux qui avaient besoin d'avoir des techniques opératoires qui ne ressemblaient plus à des PDF. Mais l'utilisateur, c'est nous, c'est les chirurgiens. Donc c'est pas du tout la même chose. Et il faut comprendre le comportement et de l'acheteur et de l'utilisateur, tout en faisant bien attention de toujours avoir le retour de l'utilisateur, sinon on développe dans le vent. Le modèle économique. Alors, il n'y a pas de modèle économique parfait. Plusieurs ont été testés. Le modèle économique, c'est dire je fais Uber, je fais du Dropbox, je fais du Google ou du Netflix. Il y a plein de modèles économiques différents qui existent et ils ne sont pas forcément complètement adaptés. Donc le modèle économique, il faut l'adapter à son propre produit, à son propre marché. Et c'est quelque chose qui, en fait, il faut savoir que vous le revoyez en permanence tous les 3 mois. Et c'est une bonne chose, parce que si vous avez trouvé d'emblée, c'est forcément qu'il doit y avoir une faille, ou alors c'est qu'il doit marcher, mais ça veut dire que personne ne l'a fait auparavant. Et à l'heure actuelle, la multiplication des modèles économiques fait que ça devient de plus en plus compliqué de trouver exactement celui qui va correspondre à vos clients.
Et ensuite, un prévisionnel financier avec, au départ, on dit la théorie des petits pains, je vais vendre tant de personnes vont acheter, puis ensuite je vais complètement exploser. Mais il faut aussi prendre en compte les employés à payer, il faut prendre en compte le coût d'acquisition client, le principe marketing que vous allez mettre en place. Donc finalement, même si vous explosez, il faut quand même penser à tout ça pour faire en sorte d'être le plus réaliste possible. En général, on sert d'un business plan ensuite pour pouvoir rencontrer des professionnels, établir son compte en banque, mais aussi, et le but, c'est la levée de fonds. La levée de fonds, dont je vais vous dire quelques mots ensuite. Nous, on a fait un petit peu en sens inverse, c'est-à-dire qu'on avait fait un business plan qui était très bien, mais surtout on est arrivé à faire des ventes d'emblée. Et ça, c'était une grande force, parce que c'est la meilleure entrée d'argent qui soit, c'est d'avoir un client. Parce que là, en même temps, vous assurez que le produit que vous êtes en train de développer a justement son marché. Donc les premiers fonds, c'est de la prise de risque. Alors là, l'avantage, c'est qu'en général, quand on est chirurgien, on peut avoir 4 sous de côté. Mais en tout cas, il vaut mieux les avoir parce qu'on ne va ensuite vous prêter de l'argent que lorsque si vous avez de l'argent. Et même d'un point de vue des subventions. Il faut exister. Exister, ça passe par la communication. On a eu de la chance d'avoir une première reconnaissance qui était une reconnaissance technique au Laval Virtual. Le Laval Virtual, c'est une institution qui doit avoir une vingtaine d'années. Laval en Mayenne, pas au Québec. Mais qui était une grande place sur la réalité virtuelle et augmentée. Et globalement, c'est depuis 2012 que ce boom est arrivé. Bien sûr, ils en ont profité, mais eux, on sait historiquement en France et en Europe, c'était le point central des rencontres. Et là, on a gagné le prix de la meilleure start-up sur notre projet. Et toujours avec un discours qui était tourné vers l'humain, parce que, encore une fois, ce fameux nombre de 5 milliards d'êtres humains et la possibilité de transmettre facilement le savoir-faire. Et il faut communiquer. Et à mon sens, il faut surtout jamais dire non aux journalistes. Donc voilà, ça j'ai eu une interview qui était assez étonnante, parce qu'ensuite c'était sur une radio où, quand je l'ai écouté derrière, en fait le journaliste qui m'avait parlé en français tout le long de l'interview, me parlait en occitan. C'était vachement sympa en fait, mais c'est vrai que ça faisait quelque chose de particulier. Voilà. Et c'est en commençant en étant positionné, en rencontrant beaucoup de monde, que petit à petit on communique de plus en plus, pour ensuite être appelé aussi dans d'autres chaînes. Je ne fais pas de mégalo, c'est juste pour dire que vraiment faire le parallèle entre Radio Languedoc et BFM. Alors les premiers fonds, on a la chance en France d'être dans un pays où quand même il en existe des fonds, et il y a aussi beaucoup de subventions qui sont atteignables. En tout cas, quoi qu'il en soit, et ça c'est le premier investisseur qui me le répète, il n'y a pas de meilleure entrée d'argent que celle des clients. Je suis tout à fait d'accord avec lui, parce qu'on est à l'heure actuelle dans une mouvance où il faut lever des fonds, lever des fonds, lever des fonds. Et lever des fonds, en fait, ça va passer par différentes phases. Vous avez le fonds qui est dit d'amorçage, vous êtes en train de faire votre recherche et développement. Vous avez la série A. La série A, ça veut dire que vous avez fini votre recherche et développement, qu'il en reste un tout petit peu à réaliser, mais que surtout vous allez commencer à faire un déploiement. Le série B, ça va être un déploiement commercial qui va être beaucoup plus appuyé, avec le C où vous passez à l'export. Et à chaque fois, en fonction des pays, vous n'avez pas le même montant. On va dire que la série A, l'amorçage, ça va être aux alentours de 500 000 € en France, ce qui correspond à ce qui s'appelle le CID aux États-Unis, où ça va monter facilement à 1,5 million. Donc là, par contre, on n'est pas dans les mêmes cours, et c'est important parce que ça va impacter aussi la valorisation de votre société. BPI France, bon, des subventions, mais encore une fois, on a des subventions à hauteur de ses fonds propres. Les fonds propres, c'est quoi? C'est le cash qu'on a sur nous, en trésorerie. Donc il faut avoir déjà suffisamment d'argent pour pouvoir en lever plus. La banque, bien entendu, le principe de la dette, il faut savoir, en fait, tout ça, c'est pour dire qu'il faut savoir équilibrer les sources de financement pour être bien sûr de ne pas se lier qu'avec l'un d'entre eux. Oseo, c'est un prêt d'honneur. Alors le prêt d'honneur, ça veut dire que vous avez un regroupement d'entrepreneurs qui va assister à une de vos démonstrations. Ils vont vous prêter de l'argent, à hauteur des fonds propres, bien entendu, de l'argent personnel. Ils ne le prêtent pas à l'entreprise. Donc vous avez cet argent, vous le mettez dans l'entreprise, ça s'appelle le compte courant associé. Et ensuite, l'entreprise vous remboursera cet argent que vous rembourserez aux entrepreneurs. Bien entendu, c'est vous qui êtes caution de ces prêts, pas l'entreprise.
Et enfin, les investisseurs, avec les premiers d'entre eux qui sont les business angels. Les business angels, en général, interviennent sur l'amorçage ou série A, justement. Ce sont des gens qui peuvent être ou isolés ou regroupés maintenant sur des confédérations de business angels. Et ensuite, ça va jusqu'à ce qu'on appelle les ventures capitalistes, qui sont les VC, ou encore appelés fonds d'investissement. Il y a aussi ce qui s'appelle les family office, donc ça c'est des familles fortunées qui ont épargné beaucoup d'argent et qui participent à l'économie réelle. Le financement participatif, le crowdfunding. Donc il y a plusieurs types de crowdfunding. Vous avez ceux qui sont un peu connus comme Kickstarter, où là c'est surtout pour un développement de produits, par exemple le masque de réalité virtuelle a été développé grâce à ça. On appelle les gens qui mettent à ce moment-là dessus des backers, et en général ils vont recevoir un masque un petit peu moins cher. Alors après il y a cette plateforme, bon, je ne sais pas pour rien que jamais parce que c'est sur celle qu'on est en ce moment, c'est pas inintéressant, ça s'appelle du crowd equity, ça veut dire qu'en fait ils vont créer une entreprise qui auront des parts dans votre entreprise, et en fait c'est pour tout simplement ceux qui nous ont toujours dit je veux en être, comment on peut faire, vous n'allez pas faire rentrer des gens et avoir 60 personnes dans votre assemblée générale. Là vous avez un administrateur qui représente cette compagnie, qui va être à votre assemblée générale, et les tickets d'entrée sont bien sûr beaucoup moins élevés, ce qui permet en fait à tout le monde de participer au développement de la boîte. Donc là, je trouvais le phénomène assez intéressant. Pour développer tout ça, à chaque fois que vous allez passer une étape, vous apprenez donc à pitcher. Le pitch, c'est la présentation. Bon, là, je pense qu'avec le M2, vous avez bien compris qu'il ne faut pas partir dans tous les méandres, etc. Il faut être clair et répondre coup par coup aux sollicitations. La présentation doit être en un tweet, c'est-à-dire vous déclarez ce que vous faites. Ensuite, quel est le problème, quelle est la solution que vous apportez, qui vous êtes, qui sont les fondateurs, qui sont les gens qui vous entourent, où est-ce que vous allez, quelles sont les différentes bornes que vous avez mises au développement de votre projet, comment vous allez le faire et pourquoi vous. Pourquoi vous pensez que vous allez être plus capable qu'un autre de gérer ça. C'est des moments qui peuvent être très particuliers. Alors, ça va dépendre de la personne que vous avez en face. J'ai appris, je suis passé 6 mois entre le Canada et les États-Unis pour essayer un petit peu de comprendre ce marché des startups. Et je veux dire que j'ai beaucoup appris là-dessus, surtout d'un point de vue de l'humilité, parce qu'il ne faut pas être trop humble cette fois-ci. C'est vous qui allez y arriver. Et pourquoi ? Parce que je suis face à vous déjà. Voilà, c'est ce qu'ils attendent en fait. Et c'est permanent. Et il faut savoir le faire en 5 minutes versus tenir 1 heure en racontant les mêmes choses, mais en brodant plus, ou du moins en allant beaucoup plus dans les détails. C'est toujours tous les 3 mois, ça m'arrive de complètement me planter sur un pitch. Et en général, c'est quand on part, comme en chirurgie, la fleur au fusil. C'est bon, ça va être tranquille, je vais aller souple. Et puis en définitive, à ce moment-là, vous y êtes allé, vous n'étiez pas préparé. Ou alors une personne que vous rencontrez qui veut écouter un peu ce que vous avez à dire, votre business, et vous ne partez pas sur un pitch, c'est un rendez-vous dans un café, et là, en fait, vous ravalez vos dents, et puis vous dites, bon, je reviendrai plus tard. Il faut toujours être prêt à faire ces pitchs. Je mets en garde par contre ce que j'appelle le marché de la start-up, parce qu'il y a beaucoup de start-up qui se développent, donc ça crée un marché. Les start-up c'est super parce que c'est eux qui lèvent des fonds, c'est eux qui ont de l'argent à dépenser, donc on va créer des produits qu'on va vendre aux start-up. Les pires dans tout cela, enfin ils sont bien à la base, mais où ça devient incessant et insupportable, c'est justement ce qui s'appelle l'accompagnement au financement de l'innovation. Des gens qui vont venir vous expliquer, je peux vous avoir telle subvention, je peux vous avoir tel prêt, etc. Donc toutes les solutions confondues. C'est super, mais c'est trop, vraiment trop. Et donc on est en proie à des sollicitations de droite et de gauche. Et il faut faire très attention à ça, surtout qu'en tant que médecin chirurgien, en général, niveau argent, on n'a pas toutes les connaissances qu'il faut d'un point de vue comptable pour arriver à vraiment réaliser ça. Donc là, il faut savoir s'entourer de personnes qui ont des compétences dans ces domaines. Et ça, c'est important, avec notamment, ça a été un conseil que j'ai suivi scrupuleusement et que j'ai mis en place dès que je pouvais. C'est un directeur administratif et financier qui va pouvoir vraiment faire de vrais comptes, parce que c'est en fonction de votre compta,
exactement les mêmes entrées, les mêmes sorties, vous pouvez planter votre boîte ou au contraire montrer que non, vous avez de la richesse à l'intérieur. Ensuite, il faut explorer. Il faut vraiment explorer. Il ne faut pas avoir peur de rencontrer beaucoup de monde, de bouger, de se poser des questions, de comprendre, de refaire, de tout reprendre à zéro. C'est des moments où des fois c'est difficile, mais finalement vous avez... C'est un cycle permanent de j'ai trouvé la solution, je la teste, non c'est pas ça. Donc je reprends mon modèle économique, je reprends mon pricing, ma tarification, et je réessaye, et je me relance, et je retente. Sans cesse, jusqu'au moment où on affine petit à petit sa technique jusqu'à trouver exactement ce qui va correspondre et qui va le mieux rencontrer le marché que vous êtes en train d'explorer. Et il faut bouger, il faut aller justement aller à la rencontre des autres, d'autres pays qui n'ont pas la même vision, qui n'ont pas la même culture, mais par contre si ça match avec eux, ça veut dire tout simplement que c'est juste fabuleux parce que vous avez une prétention mondiale et ça peut marcher. Ensuite, commencer à créer une équipe. Donc je l'ai dit, c'était l'hiver dernier, Canada et New York, en faisant vraiment les allers-retours en voiture, en mode sac à dos pour vraiment explorer et rencontrer des gens intéressants. Ça s'appelle un programme d'accélération. Certains vous vendent ces programmes d'accélération. J'ai décidé de le faire un peu par moi-même. Et c'était pas plus mal parce que je me suis retrouvé dans des situations qui sont des fois un peu particulières, notamment les Airbnb que je déconseille finalement à certains endroits américains. Il vaut mieux pas aller dans l'Airbnb parce que c'est beaucoup plus ouvert. Mais bon, par contre, avec la possibilité, voilà, in fine, d'avoir mis en place une filiale qui est avec un Américain que j'ai rencontré grâce à un bureau que la région avait à Manhattan. Et ça, c'était parfait parce que même si, je vous l'ai dit, on peut construire une entreprise aux États-Unis en 2 clics, c'est pour l'instant une coquille vide, mais ça permet d'avoir une prospection commerciale avec une visibilité sur place et un déploiement aux États-Unis. Donc ça, c'est intéressant. Après, il faut s'entourer d'avocats. Donc, ça, à New York, ça manque pas, avec des prix particulièrement élevés. En France, j'ai eu la chance d'avoir le premier avocat que l'on m'a pas recontacté en fait, parce que c'était pas une bonne idée. Les statuts étaient complètement foireux, il y avait un copier-coller non adapté à la création de notre entreprise. Donc on a tout repris avec des avocats français qui font le lien avec les avocats américains, mais les avocats, ben c'est comme quand je l'ai rencontré, j'étais enfin content de rencontrer un avocat qui nous comprenait. Il m'a dit, alors lui il est fiscaliste, il m'a dit voilà, il travaille dans un grand cabinet, mais c'est pas le problème. Il m'a dit moi je vais m'occuper de toi et on va prendre à chaque fois les compétences dont il y a besoin. Voilà, tu vas avoir besoin d'un avocat corporate, d'un avocat d'affaires, d'entreprise, un avocat qui est capable de rédiger des contrats, une autre qui soit spécialisée en propriété intellectuelle. Et je lui dis ah oui tout ça, il fait oui non ça c'est important. Je dis parce que moi franchement j'ai un mauvais souvenir et puis j'en ai une qui pourrait faire de la propriété intellectuelle, elle m'a dit qu'elle pourrait le faire et c'est bon Maxime écoute-moi là, ce que s'est passé en fait c'est que tu as rencontré un cardiologue qui a essayé d'opérer un cerveau. On est spécialisé, il ne faut pas penser qu'on puisse tout faire, d'accord. Donc laisse-moi te guider, on va voir exactement les différentes personnes. Et ça c'est génial, parce que là pour le coup on sent c'est vraiment encadré. Et c'est important, parce que quand on veut lever encore plus de fonds, il y a intérêt d'avoir ensuite, d'un point de vue légal, une compréhension financière et de ce marché, c'est très important. Pour la protection intellectuelle, il faut être drastique aussi d'emblée. Brevet, on en a déposé 1, puis 2, puis 3, et petit à petit, il y a des bornes, c'est tous les 6 mois, donc ça, il faut aussi avoir un conseiller, ça, ce sont des ingénieurs qui s'occupent de ça, qui sont très stricts là-dessus et qui vous aiguillent sur différentes étapes où vous ne pouvez pas arriver à le faire seul. Donc retour des États-Unis au printemps, et là, se dire, bon, maintenant je crois avoir un peu prévu ce qui pouvait se passer, comment on allait se construire, bon, mais étant de structurer une vraie équipe avec des compétences qui nous manquent. Et là, finalement, on se retrouve à utiliser nos compétences qu'on dans nos services, à devoir gérer les internes, nos étudiants, les personnels infirmiers aussi. La grosse différence, c'est que dans vos services, vous ne les payez pas. C'est pas du tout pareil. C'est pas le même rapport. Et ça fait vraiment au niveau empathique,
je trouve, beaucoup plus difficile. Donc on est en train de déplacer en fait le stress qu'on avait initialement sur certaines interventions, puis après le stress de gestion des familles ou d'urgence, on le déplace en fait complètement sur est-ce que je vais pouvoir payer mes employés à la fin du mois. Ça c'est quelque chose d'important, et ça finalement c'est quelque chose qu'on apprend peu en médecine, effectivement. Vous l'avez, la capacité à la base, vous avez été formé à avoir une équipe, donc c'est déjà mieux que d'avoir travaillé toujours tout seul de son côté, c'est quelque chose d'important. Vous avez aussi les capacités d'organisation, à prioriser. C'est-à-dire qu'après vous avez une avalanche de boulot qui vous tombe, et qui est dans des domaines auxquels vous pensiez ne jamais toucher, donc un administratif comptable où j'ai mis du temps à adhérer, en toute honnêteté. Maintenant, j'ai pris ça un peu plus comme un jeu, entre guillemets, en mettant un challenge, on va dire, pour y arriver. Vous avez beau avoir toutes les formations du monde, même sur Internet ou via la BPI, si vous avez des accompagnements, c'est super, tant que vous ne le vivez pas vous-même. Personnellement, moi, en tout cas, la compta, tant que je ne l'avais pas vécu, je ne pouvais pas comprendre exactement. J'ai lu dessus, pris des exemples, mais il fallait que ça soit moi qui le fasse pour vraiment entendre ce qui allait se passer. Et donc après, voilà, ça va être d'abord de la gestion de projet, parce que vous continuez à faire votre recherche et développement. Vous avez mis en place un produit, mais vous voulez aller plus loin. Donc il y a une équipe technique qui est encadrée. Il faut toujours équilibrer cette équipe technique, selon moi, avec une équipe de développement d'affaires, c'est-à-dire des commerciaux, parce que sinon vous vous retrouvez avec le drame actuel, c'est-à-dire des ingénieurs qui ingénient de leur côté, qui vont finalement créer quelque chose qui est super mais qui est invendable, qui va faire gadget. Dans le meilleur des cas, dans ces cas-là, ils font quoi? Ils ont levé des fonds, ils arrivent à une certaine valorisation de leur boîte, c'est-à-dire la valeur, la richesse capable de créer cette entreprise, et se font racheter par un groupe comme étant un plugin à une autre solution. C'est intéressant, certains veulent aller jusqu'à l'IPO, c'est-à-dire l'entrée en bourse carrément. C'est des voies complètement différentes de réflexion pour la création d'une start-up. Nous, l'idée vraiment, c'est de pouvoir avoir un produit qui soit viable de nous-mêmes, et puis ensuite penser d'abord à notre chiffre d'affaires pour pouvoir grossir suffisamment. La levée de fonds n'est pas une fin en soi. Et bon, voilà, ça vous fait jongler avec beaucoup de notions, par contre, de nouvelles personnes que vous ne connaissiez pas, avec qui apportent un vocabulaire nouveau. Mais vous avez la capacité, et c'est ce que vous avez déjà fait pendant des années, de décider de quelque chose. Et je veux vous dire que franchement, quand vous devez annoncer à des patients qui vont mourir, ou avec, moi j'étais plus en pédiatrie, à des parents pour faire un accompagnement en fin de vie, vous avez déjà fait des choix qui étaient beaucoup plus lourds que ce que vous pourriez faire en étant chef d'entreprise. Du moins, c'est comme ça qu'il faut le vivre, pour se dire, je suis capable de le faire, je peux y arriver, puisque de toute façon, j'ai déjà fait pire. Ensuite, vous vous laissez un peu prendre par la vague, et finalement, l'empathie vis-à-vis, bien entendu, de vos employés, et c'est, je pense, essentiel, fait que vous avez certaines histoires un peu difficiles à vivre, mais il faut revenir à ce qu'on a appris quand on était en poste chirurgical, en se disant, j'ai quand même opéré en pleine nuit, à pas d'heure, capable de prendre une décision, et qui s'est trouvée être la bonne, et d'arriver à faire avancer une personne. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter un petit peu certaines bornes qui m'étaient parues essentielles dans cette aventure, et avec les différentes compétences que vous-même vous avez déjà, qu'on a déjà grâce à l'école de chirurgie, et qui permettent déjà en définitive, dans la chirurgie, de pouvoir créer un chef d'entreprise, parce qu'on connaît et on a su gérer les responsabilités. Pour finir, et je rejoins tout à fait le discours de Dominique de tout à l'heure, voilà, on a une idée. Moi, ce que je fais maintenant, je crée un hardware pour filmer le point de vue des chirurgiens. Déjà, je fais un support qui va au bloc opératoire. Puis à partir de ça, on crée une application mobile en réalité virtuelle. Lorsque vous avez le masque sur la tête, vous avez l'impression d'être à la place du chirurgien. On rajoute des données de chaque côté. Voilà, ça c'était la base. Et puis maintenant on a dit, on va donner ce matériel, donc on va créer une suite logicielle qui va permettre d'éditer soi-même le film en réalité virtuelle, puis l'application. Et comme il faut le diffuser de façon mondiale, on va faire une plateforme. Et maintenant on est en train de vendre ça. Au départ c'était le dispositif médical, maintenant on délivre ce savoir-faire aux universités, cours de diversification. Aujourd'hui j'ai reçu un mail de SMT Microélectronique qui veulent l'utiliser dans leur salle blanche. Voilà, c'était complètement fou
de se lancer là-dedans. Effectivement, cette vision est complètement folle. Mais bon, force est de constater que pas à pas, ça avance. Merci. Merci beaucoup Maxime d'avoir brossé ce tableau, c'est tout à fait... Voilà, quelle aventure passionnante, voilà, qui est aussi belle que celle dans laquelle on se lance, nous aussi en salle d'opération. Voilà. Ne fermons aucune porte, c'est ça un des messages. Alors, si vous avez des questions à poser, il y en a déjà 2 ou 3 qui veulent créer une start-up, je vois dans la salle. Si vous avez des questions à poser à Maxime, allez-y, on a un tout petit peu de temps pour répondre. Pour faire le débat, Maxime, la question est assez simple. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a une idée maintenant, est-ce qu'il perd son temps ou pas d'aller faire, parce que tu sais que c'est la mode, les multidiplômes. Donc si j'ai bien compris, toi tu n'as pas été ni à l'ESSEC, tu n'as pas fait de l'INSEAD, tu n'as pas fait un MBA. Donc la question, je crois effectivement que le métier de chirurgien, nous qui sommes les grisonnants ici, t'expose à tout ce que tu as bien dit. Ce qui nous manque, c'est effectivement le juridique, le financier, puisqu'on n'est jamais que des gens qu'on paye, sauf quelquefois sa secrétaire personnelle éventuellement. Et donc, est-ce que tu crois que ça sert à quelque chose d'aller dans une école, passer 6 mois et faire un MBA en alternance, ou est-ce que tu crois que le terrain seul peut te permettre d'acquérir? Est-ce que tu crois que tu aurais gagné quelque chose à aller, par exemple, pas perdre, mais aller faire 6 mois quelque part avant de démarrer, ou ça sert à rien? Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune? Voilà. Moi, je me suis posé la question, je voulais faire un MBA. Finalement, maintenant, j'ai plus le temps. J'ai plus du tout le temps. Effectivement, si c'est à faire dès le début. Vraiment dès le début. Puisqu'ensuite, on est vraiment pris dans la vague. Et il y a une possibilité d'apprendre par émission. C'est comme ça qu'on apprend, nous, au blog, c'est par compagnonnage aussi, et le fait d'être accompagné en permanence. Donc, je pense que c'est important. Un diplôme de 6 mois, ça peut servir, et ça peut se faire aussi en ligne. Et alors à ce moment-là, il faut le faire vraiment dès le début. Je pense pas qu'après, j'en ai connu un qui a fait une entreprise, qui a participé à la création d'une entreprise, qui l'a fait 10 ans plus tard, mais parce qu'à ce moment-là, il avait déjà vendu et qu'il voulait comparer avec ce qu'il avait vu. Parce que tu veux la question, est-ce que tu crois qu'à une étape de ton expérience, tu aurais perdu moins de temps si tu avais fait le MBA, tu n'aurais pas fait de cafouillage? Voilà, c'est ça la question finalement. Est-ce que ces 6 mois de début te permettent de ne pas cafouiller? Ouais, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Cela dit, quand on voit la manière dont tous les métiers évoluent, où on devient dans tous les métiers de plus en plus spécialisés, vouloir, alors qu'on est chirurgien, faire le métier que d'autres vont faire beaucoup mieux que soi, et que le problème en fait, c'est d'avoir l'idée. Parce que pour faire ce qu'il a fait, il faut avoir l'idée de départ. Parce que si tu fais des études de commerce, d'ingénieur, n'importe quoi, mais que tu n'as pas d'idée, tu auras fait des études, tu auras un diplôme, mais le fait c'est, est-ce que vous avez des idées ou est-ce que vous n'avez pas d'idées? Et puis ensuite, si vous avez des idées, il faut peut-être aller pour les développer, puis chercher après les gens qui vont vous aider. Voilà, c'est l'équipe qui compte. C'est l'équipe qui compte. Je crois que, et dans les services de chirurgie, c'est aussi ça. Ouais. Alors, oui, justement, j'avais une question pour vous qui rebondit exactement sur ça. Aujourd'hui, imaginons que j'ai une idée, je suis forcément le 12e à avoir pensé que c'était une bonne idée de créer cette entreprise. Probablement qu'elle existe, mais à un niveau ou local, ou peut-être que en tout cas on a envie de l'exporter et de la développer au maximum. Moi je suis chef de clinique, j'ai pas le temps, j'ai l'envie peut-être de le faire, mais j'ai pas les compétences, ou en tout cas je sais pas si je vais avoir le temps de prendre entre le travail universitaire, le travail clinique, de prendre le temps de tout ça. Comment vous avez fait pour vous encadrer? Est-ce que vous êtes parti tout seul ou avec plusieurs personnes que vous aviez déjà identifiées avant pour construire votre équipe de base, là, vraiment le pilier principal de ça? Et ma deuxième question, elle est plus personnelle, elle est aujourd'hui, votre activité clinique, elle existe toujours ou pas? Et est-ce que finalement vous la regrettez de l'avoir délaissée, ou au contraire, est-ce qu'elle vous manque, ou est-ce que finalement cet essor dans l'entrepreneuriat vous a permis de voir autre chose, et quel est votre ressenti là-dessus? Merci pour les 4 questions. réponse rapide. Ouais. La première, au départ, j'étais entouré, finalement on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui va pouvoir aider au départ. Maintenant, l'équipe initiale a complètement changé de visage. Certains CHU comme celui de Montpellier mettent en place un extracteur maintenant, parce qu'en fait finalement ils vont lui partir, et ils mettent en place un extracteur d'idées, et justement pour essayer après de faire des binômes avec des ingés, etc. Je pense que ça doit se développer, enfin les spin-offs des universités, ça va être super intéressant.
Mais effectivement, à l'heure actuelle, vous pouvez toujours aller taper, il y a plein d'organismes régionaux qui existent malgré tout. Le problème, c'est qu'au départ, c'est multi-guichet, on ne comprend rien du tout. Tandis que comme RCK, j'avais fait non. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'est fait incuber dans un deuxième temps. On avait déjà vendu, donc finalement, on est passé, on a fait un petit tapis rouge en disant mais si, venez. Je disais non, on va pas rentrer dans votre psychologie, il y a un moment où il faut. J'ai fait ça pendant les clinicas et effectivement les 2 années ont été assez difficiles, fatigantes, mais très excitantes. En plus j'étais en pédiatrie, donc j'avais une astreinte 1 jour sur 2, plus la garde, etc. C'était costaud. Donc après c'était un peu une libération finalement quand j'ai arrêté le clinica. Au-delà c'est un concours de circonstances qui a fait que aussi, voilà, tout simplement. Il y a certaines mésententes qui font qu'on n'a pas envie de continuer à travailler avec cette personne. D'autres personnes avaient proposé de venir travailler, mais je me suis dit que c'était une chance inouïe et je ne regrette absolument pas. Je ne regrette surtout pas. Certaines chirurgies me manquent, ouais. Il y a certaines chirurgies qui me plaisaient vraiment. Les craniosténoses chez l'enfant, l'étage antérieur, enfin voilà, c'était en plus des choses que personne n'aimait, donc moi j'aimais faire et j'en faisais pas mal. Après, le quotidien ne me manque pas du tout. Justement, j'étais fatigué de certaines organisations et j'avais besoin d'être mon propre chef aussi. Ouais. Et donc, en définitive, là, mes horaires sont plus larges maintenant, encore comme j'étais chef, mais c'est une aventure humaine telle. Il y a le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer depuis, et je ne serais jamais venu ici si je n'avais pas fait ça. Donc vous avez la chance d'être venu ici maintenant, mais Dominique ne m'aurait jamais rappelé si je n'avais pas fait ça. Donc quand même assez étonnant de pouvoir y arriver et d'être reconnu comme ça fait plaisir aussi. Je dois reconnaître qu'avoir le consentement entre guillemets des pairs a été quelque chose d'important au départ avec le collège de neurochirurgie, et puis maintenant dans ma stature d'entrepreneur auprès de l'académie, c'est quelque chose qui fait du bien aussi, ouais, tout à fait. Il y a un point qui est important, je crois, en tant que chirurgien, où on a quand même un peu l'habitude de travailler en équipe, c'est le travail en équipe. On fait beaucoup plus quand on démarre à plusieurs. Et on arrive, et on s'aperçoit quand on a des idées, que ce soit sur le plan créatif, de start-up, d'organisation, n'importe quoi. Quand on a des idées et qu'on les partage à 2 ou 3 et qu'on va dans le même sens, on accélère et le temps même, à la limite, on s'en aperçoit plus. Moi, ça m'est arrivé, quand avec Guy Valencien, on a changé toute l'urologie. Bon, on a pendant 2 ans organisé à tous les deux le congrès de l'AFU, tout ça, on n'avait pas de boîte, rien, on a décidé tout, on était chef de clinique. Bon, on travaillait plein, mais je veux dire, on ne voit pas le temps passer, on ne se pose même pas cette question-là, il faut avoir les idées. Une fois qu'on a les idées, le plus dur c'est les idées. Une fois qu'on a les idées et les trucs, après, on trouve les moyens de le faire sans aucune difficulté. Juste une petite chose concernant le MBA. Pour ceux qui voudraient pas forcément avoir à la base développer leur propre entreprise, mais qui voudraient rejoindre le monde entrepreneurial, là je rejoins tout à fait cette idée-là. Et ça, les doubles casquettes, notamment dans les pays anglo-saxons et bien sûr américains, c'est quelque chose qui est ultra en vogue, d'avoir vraiment des gens qui soient vraiment qualifiés. Parce que c'est le mal du siècle, comme je vous l'ai dit, c'est les ingénieurs qui ingénient de façon ingénieuse et qui sortent quelque chose qui en fait est complètement déconnecté du retour utilisateur. Et ça, c'est important d'avoir le retour des utilisateurs, des usagers. Parce que tu as pris un directeur administratif, je crois que tu as dit tout à l'heure. Ouais, c'est pas un DAF, directeur administratif et financier. Mais il venait, lui, des milieux, si tu veux, justement. Ah, lui, c'est la Subdeco, etc. Je crois que dans l'équipe, il ne faut surtout pas prendre un clone. Il faut prendre quelqu'un de différent. Alors moi, j'ai vu les échecs de gens, des très bons scientifiques avec des idées géniales qui se lancent dans la création d'une boîte et puis ils veulent tout garder. Et ça, alors là, d'abord, ils se font racheter par quelqu'un d'autre, ils sont furieux, amers. Non, ce qu'il faut, c'est prendre effectivement... Je te sais que le plus grand binôme, je trouve, que vous connaissez tous, c'est Dubreuil et Pélisson, le groupe Accor. C'est extraordinaire parce que l'un n'avait pas fait d'études et l'autre avait fait des études et ils ont monté le groupe Accor qui a été, comme c'est que vous êtes trop jeune, mais ça a transformé le territoire mondial. Le président et le directeur administratif et financier a un rôle auprès du président qui est quelque chose de très important dans l'entreprise. Bon, encore un tout petit peu, une question si vous voulez, sinon on va s'arrêter là, oui.
À propos de la formule de Mark Twain, je croyais que c'était... Ils savaient que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Est-ce que je me trompe? Enfin, moi je connaissais surtout celle-là. Il y en a deux qui sont très proches. Oui. Peut-être vous faites référence à la deuxième, peut-être. Ou alors je vérifierai. Ils savaient. Ils le savaient pas. Ah, on a regardé sur internet, c'est celle-là. Ils le savaient pas. Merci Donc, d'avoir. s'ils savaient que c'était possible, alors ils l'ont pas fait. Ça, c'est les marques. Bon, merci beaucoup Maxime, vraiment.